Bonjour à toutes et à tous. Je suis Michel Lévy-Provençal et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au cœur du réseau BOMA, le réseau global de prospectivistes et d'acteurs du changement. Je voudrais avant tout vous souhaiter tous mes voeux pour 2021, des vaccins évidemment et du temps avec vos amis, avec vos familles aussi. Bref, tout ce qu'on n'a pas pu faire en 2020. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier rendez-vous mensuel en partenariat avec le Huffington Post sur les futurs de la démocratie, futurs de la finance, futurs de la culture, du travail, de l'alimentation, du tourisme. Bref, on va s'interroger pendant les 6 prochains mois, aussi débattre, construire peut-être aussi ensemble, avec des experts de chacun de ces domaines, les différents scénarios possibles de nos vies à venir. Aujourd'hui, on commence ce cycle par la question de la démocratie. Quel scénario pour la démocratie dans le futur? Comment la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui va évoluer? Et on va particulièrement s'interroger sur l'influence de la révolution numérique sur nos démocraties. Est-ce que le numérique est un frein ou un accélérateur pour la démocratie? Alors on reçoit aujourd'hui 4 invités. Alicia Combaz, qui est cofondatrice de Make.org, Paul Duhan, fondateur de Base Impact, Tristan Manès France, expert en culture numérique, et enfin David Jaiz, politologue et essayiste. Alors, on va commencer avec David. Est-ce que David, tu es là? Oui, bonjour Michel et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, belle année à toi. Merci d'être avec nous. Euh, on va démarrer avec une première question, David. On vit une crise de la démocratie dans le monde, dans les plus grandes démocraties. À quoi est due cette crise? Alors, peut-être qu'avant de répondre sur les causes, il faut essayer de caractériser cette crise de la démocratie. On le mesure avec un certain nombre d'indicateurs. On voit qu'il y a des taux d'abstention qui galopent. En France, on le voit sur les élections législatives ou sur les élections municipales qui se sont tenues ces dernières années. J'accepte celle de 2020 qui s'est déroulée dans un contexte sanitaire très particulier que vous savez, mais on voit que sur longue période, il y a une baisse de la participation. On voit qu'il y a une augmentation de la volatilité électorale aussi, c'est-à-dire des comportements électoraux de plus en plus erratiques de la part des électeurs. C'est le signe qu'ils sont moins attachés à une offre politique dans la durée. On voit qu'il y a une chute du militantisme dans les partis, dans les syndicats aussi. Donc il y a quand même un certain nombre il y a un faisceau d'indices qui nous montre effectivement qu'on traverse des zones de turbulence et la montée en puissance des partis dits nationaux populistes, dont le point commun, parce que c'est des offres qui sont quand même très opportunistes, très liées à chaque pays et à chaque culture politique, mais le point commun, c'est quand même une volonté de dégagisme et de renversement, en quelque sorte, des élites traditionnelles. Alors, quelles en sont les causes? Évidemment, il nous faudrait peut-être des heures pour le détailler, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments à la fois économiques et culturels qui tiennent en particulier à ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire l'augmentation très forte des interdépendances et des échanges. La mondialisation économique a provoqué une grande réorganisation productive du monde avec une distribution des gains très inégale. En gros, les plus riches en Occident ont beaucoup gagné avec la mondialisation. Des centaines de millions de personnes, en particulier en Asie du Sud, sont sorties de la pauvreté et ont accédé à la classe moyenne. En revanche, ce qu'on appelle les classes moyennes dans les pays industrialisés ont plutôt perdu à ces grands changements économiques, puisque leur niveau de salaire en valeur réelle a plutôt stagné ces 40 dernières années, alors qu'il avait connu depuis l'après-guerre un formidable boom. Donc il y a un sentiment de frustration et de déclassement. À ça s'ajoute le fait que nous sommes dans des sociétés de plus en plus pluralistes, de plus en plus multiculturelles, et il y a un sentiment de crispation identitaire et culturelle qui se fait jour aussi, on le voit en particulier aux États-Unis, avec l'électorat de Donald Trump, qui est en grande majorité masculin et blanc, et qui se sent menacé en quelque sorte par les minorités.
Et il y a beaucoup de fantasmes, évidemment, dans ça, mais le fantasme joue un rôle important dans la vie démocratique et dans sa fragilisation. Et puis, bien sûr, les nouvelles technologies ont profondément modifié l'espace public et la structure du débat public, et j'imagine qu'on reviendra assez longuement là-dessus. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que le numérique, à ton avis, a à faire dans cette histoire? Comment le numérique influence cette déstabilisation des démocraties? Bon, d'abord, je pense que si on veut être très rigoureux, il ne faut pas avoir une position extrêmement monolithique sur le numérique. C'est-à-dire que le numérique, c'est une révolution technologique, c'est un changement de système technique, plus ou moins irréversible. Et au fond, sur le plan normatif, sur le plan éthique, c'est une révolution qui est neutre. C'est-à-dire que tout dépend en réalité de l'usage qu'on en fait, de la régulation qu'on propose et des discours qu'on tient dessus. Et force est de constater, si on fait le bilan de 20 ans de déploiement des réseaux sociaux et donc de décentralisation en quelque sorte du débat public, qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, je dirais que c'est ce qu'on a observé avec les printemps arabes, dans une moindre mesure avec les Gilets jaunes en 2018, c'est une capacité de mobilisation en temps réel de gens qui ne militent pas dans des partis politiques ou dans des syndicats et qui n'ont pas forcément la culture de l'organisation autour d'un message ou autour d'un socle de conviction ou d'une volonté politique partagée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de sortir de la culture des organisations centralisées et verticales, et ça permet l'émergence de nouvelles mobilisations, y compris dans des pays qui ne sont pas des démocraties, parce que la décentralisation du numérique et des réseaux sociaux fait qu'on peut contourner en quelque sorte les appareils verticaux de contrôle et de pouvoir. Le point négatif, je crois qu'on peut le dire aussi avec le recul, c'est que la communication et le débat public sur les réseaux sociaux ont énormément fragmenté la conversation publique. On est dans des pensées courtes, hein, les fameux tweets en 140 ou en 280 signes qui ne sont pas toujours compatibles avec une forme d'élaboration de la pensée. Et puis, ce problème bien identifié maintenant par les sciences sociales, qui est celui des fameuses bulles cognitives, c'est-à-dire le fait que les individus sont en quelque sorte prisonniers des algorithmes et qu'ils n'interagissent qu'avec des gens qui pensent comme eux, avec des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils les confirment dans leur propre socle de conviction. Et ça ne permet pas un débat public pluraliste et contradictoire. Et en même temps, ces réseaux sociaux, Internet, a apporté une transparence totale. Et d'une certaine manière, des populations qui rêvent d'émancipation voient ce qui est capable de vivre d'autres populations plus riches. Et ça crée un désir qui revient en boomerang. Et du coup, met en péril aussi d'une certaine manière notre démocratie. Comment ça marche? Comment ça procède, ce phénomène? Alors peut-être avant de répondre à cette question, la question de la transparence, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que vous connaissez les débats sur la neutralité du net. Les différentes GAFA ou GAFAM ne communiquent pas leurs algorithmes et donc il y a un problème à ce niveau-là de transparence. En revanche, c'est vrai qu'on est dans une société des comparaisons. On l'a vu au moment de la crise Covid d'ailleurs, il y a cette espèce de comparaison permanente entre nations, le nombre de masques, le nombre de tests, le nombre de personnes admises en réanimation, qui permet une espèce de gigantesque cours de politique comparée à ciel ouvert. Et de la même manière, la plateformisation du monde permet aux individus de voir en permanence d'autres styles de vie, d'autres individus, et ça peut créer effectivement, ça a été analysé par un philosophe indien qui s'appelle Pankaj Mishra, une forme de désir mimétique qui peut générer aussi du ressentiment et de la colère. Parce que quand vous êtes en permanence exposé à des images qui sont en partie factices, parce que ce sont aussi des images publicitaires, réarrangées, le soi des réseaux sociaux n'est pas le soi authentique, en quelque sorte, c'est une fiction, comme toutes les images qu'on donne du soi d'ailleurs, mais c'est une fiction qui tend dans un certain sens, et je dirais que ce sens est essentiellement publicitaire.
eh bien ça peut créer une forme de frustration. Vous connaissez les travaux de René Girard sur le désir mimétique, une forme de ressentiment, et ce d'autant plus que la plupart des sociétés traditionnelles dans lesquelles se déploient à grande vitesse les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies voient toutes les structures d'encadrement traditionnelles sauter les unes après les autres. Il n'y a donc plus que des individus qui sont comme des atomes en suspension et qui se regardent les uns les autres, et ça peut créer énormément de frustration et de ressentiment. Et ça, c'est un des défis absolument majeurs de la vie en société et de la vie démocratique des prochaines années. Je pense qu'on a une question d'un des membres du club. Oui, Guy Philippe. Bonjour Guy Philippe. Salut, bonjour. Bonjour David et meilleurs vœux également. Oui, j'avais une question. Alors, merci David pour reposer les bases du débat et sur des fondations que je trouve très solides. On parle de numérique sur l'impact de la démocratie et on a évoqué en intro ce que tu as dit sur les questions de fond. Il y a une question de fond que tu as évoquée sur la dislocation des classes moyennes. On a parlé de la mondialisation, mais le numérique a un impact très important sur l'automatisation et ce qui va venir de l'énorme révolution qui arrive dans les années 2020, puisqu'on parle du futur de la démocratie, qui est la robotisation. Alors, la première question, parce que certains économistes américains ont dit que ce qui s'est passé du déclassement des classes moyennes, et en particulier de la désagrégation de la classe ouvrière aux États-Unis, c'était moins l'entrée de la Chine dans l'OMC et la mondialisation que surtout l'automatisation. On voit que ça va augmenter. Donc, quels sont les risques qu'il y ait une désagrégation encore plus forte? C'est une première question. Et la deuxième question, à côté de ça, et c'est toujours lié à ces aspects économiques et sociaux, parce que tu le sais bien, ils sont souvent liés, on voit aujourd'hui un début de resyndicalisation à l'intérieur justement des classes numériques. On a Google, mais aussi des sociétés de jeux vidéo où on voit apparaître des syndicats. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme d'espoir en termes de resocialisation qui puisse redonner une forme de nouveau sens et une nouvelle classe ouvrière du numérique? Alors, c'est des questions passionnantes et essentielles. Peut-être d'abord pour te répondre sur les effets à la fois de la mondialisation et du numérique, il y a quand même des articles très sérieux, notamment de David Autor, qui est professeur au MIT, qui montre que l'ouverture du commerce américain à la Chine a provoqué des destructions d'emplois très importantes, de l'ordre de 2 millions en 15 ans. Alors, elles sont très ciblées sur certains secteurs et sur certains territoires. Ça ne vous surprendra pas, c'est beaucoup le secteur automobile, dans ce qu'on appelait la manufacturing belt, qui maintenant est plutôt la Rust Belt, la région Minneapolis, Détroit, etc. Donc, c'est très ciblé, mais c'est quand même très important. La vérité, c'est qu'il est difficile de désenchevêtrer, en quelque sorte, j'allais dire de disentangle, les effets du numérique et les effets de la mondialisation sur la structure d'une société comme les États-Unis ou la France, parce que la révolution numérique et la mondialisation se renforcent l'une l'autre. C'est-à-dire que sans la révolution numérique des années 1990, on n'aurait pas eu l'éparpillement des chaînes de valeur à ce degré-là, parce que pour pouvoir éparpiller les chaînes de valeur, il faut qu'il y ait une excellente coordination entre acteurs, et notamment entre sous-traitants. Et pour que cette excellente coordination se fasse, il y a besoin d'outils numériques, évidemment. Et donc, il y a besoin de la révolution numérique. Donc, la révolution numérique a en quelque sorte accéléré la mondialisation dont le principal trait microéconomique du côté de l'offre, c'est la fragmentation des chaînes de valeur. Mais dans le même temps, au fond, la mondialisation, le numérique accélère, la mondialisation accélère aussi la robotisation et l'automatisation, puisque le remplacement du travail humain par des machines ou des robots, par exemple, dans l'industrie américaine, il est possible parce que les logiciels ou les machines ou les automates qui remplacent le travail humain sont produits à bas coût dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Donc, c'est un peu scolastique, en fait, de se demander quelle est la part en quelque sorte de la mondialisation ou
de la numérisation, de la révolution technologique dans l'évolution de la structure de l'emploi, parce que les deux se renforcent en quelque sorte l'une l'autre. Et donc la vraie question, et tu l'as posée Guy Philippe, c'est de savoir comment est-ce qu'on maintient des sociétés relativement homogènes avec une structure de l'emploi qui ne soit pas complètement polarisée entre d'un côté les super jobs, super qualifiés, des grands gagnants de la mondialisation en quelque sorte, très diplômés, qui vivent dans les grandes métropoles et qui ont des fonctions de coordination ou de conception, et puis de l'autre, une armada de jobs peu ou pas qualifiés qui sont en gros des jobs de service. Et ce qu'il faut, c'est maintenir des jobs d'ingénieurs ou de techniciens, donc des emplois intermédiaires. David, il y a quelques années, on voyait dans la technologie un moyen, une possibilité plutôt positive pour la démocratie, notamment de fluidifier la démocratie. Je me rappelle par exemple qu'on parlait beaucoup de vote en temps réel, de rendre la démocratie plus directe, plus accessible. Est-ce que c'était une illusion ? Ce n'était pas vraiment une illusion parce qu'il y a même un secteur qui a émergé qui s'appelle la civic tech, qui propose un certain nombre de solutions techniques qui fluidifient effectivement la démocratie. Je pense aux plateformes de consultation, je pense à un certain nombre d'outils effectivement de vote qui permettent des suffrages un peu alternatifs au vote majoritaire, que ce soit le jugement majoritaire, le vote préférentiel, etc. Mais si on est très honnête, ces solutions techniques sont assez modestes au regard des dégâts que la révolution numérique a aussi provoqués d'une certaine manière sur la démocratie représentative traditionnelle. Et je pense que le principal défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est effectivement la régulation des plateformes et des contenus. On en a eu un exemple avec les incidents, l'insurrection, on peut même dire, du Capitole du 6 janvier, où on a eu effectivement des gens qui se sont mobilisés en masse et qui ont voulu prendre d'assaut un lieu très fortement symbolique de la démocratie américaine, parce qu'ils ont été sollicités sur les réseaux sociaux à coup aussi de fake news, de rumeurs complotistes, etc. Et dans la foulée, la firme Twitter a annoncé la suspension du compte du président Trump, ce qui a provoqué un immense débat. Est-ce qu'une firme privée peut comme ça suspendre le compte d'une personnalité publique qui a plus de 80 millions de followers, comme on dit, et qui de ce fait participe de l'espace public. Donc ça pose un certain nombre de questions aussi sur la privatisation de l'espace public, quand bien même le canal de diffusion appartient à Twitter. Et là, on voit que ce chantier, il est vraiment devant nous et qu'on a on a laissé faire beaucoup de dérives et qu'il est sans doute temps de se poser la question d'une régulation effective et pertinente de ces grandes plateformes. Ton dernier ouvrage est titré Slow Démocratie, David. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? Est-ce qu'on doit ralentir pour sauver la démocratie ? Alors, ça dépend dans quel domaine, parce que par exemple, pour la vaccination, je pense qu'il faudrait accélérer. Mais ce que voulait dire Slow Démocratie, c'était que nous sommes prisonniers d'un rapport au temps qui ne nous appartient plus, pour la simple et bonne raison que, si tu veux, le grand paradoxe, au fond, de ces 50 dernières ou de ces 60 dernières années, c'est que le temps de travail par individu a globalement diminué. Et pourquoi il a globalement diminué ? Parce que les travailleurs ont été remplacés de plus en plus par des machines et qu'il y a eu une surconsommation d'énergie qui fait que le travail humain est désormais remplacé par des machines ou par de l'énergie. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce temps libéré, ce temps libre qui aurait pu être consacré davantage à l'œuvre commune, il a été presque intégralement privatisé. Et on en voit la version extrême aujourd'hui avec le super pouvoir acquis par ces grandes plateformes qui monétisent et privatisent jusqu'à notre vie intime, puisque la mise en données à laquelle procèdent toutes ces plateformes, c'est une façon de monétiser notre temps libéré, en quelque sorte. Et donc la slow démocratie, c'est un plaidoyer très fort pour justement essayer de reconquérir une relation au temps qui ne soit pas dictée en quelque sorte par l'agenda de ces firmes privées, qui reposent d'ailleurs sur une accélération permanente, sur une sollicitation publicitaire toujours plus abondante, mais au contraire pour essayer de retrouver une maîtrise en quelque sorte de nos rythmes de vie. Vous savez par exemple que la firme Amazon n'est pas profitable sur sa partie delivery, sur sa partie livraison. Ce qui est rentable chez Amazon, c'est à la fois le cloud, donc les espaces de stockage, les fermes de serveurs, et c'est bien sûr la commercialisation des données personnelles. Donc plus on fait de livraison, évidemment, plus on ramasse des données personnelles. Mais vous voyez bien que jusqu'au modèle économique,
jusqu'au gisement de rentabilité de ces grandes plateformes, ça n'est jamais le cœur de métier. C'est toujours la commercialisation des données personnelles à des fins publicitaires. Et ça, je crois que c'est vraiment un des très, très grands défis des 10 prochaines années qui nous attend. Merci David pour cet éclairage. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous. Je me tourne à présent vers… Merci David. Je me tourne à présent vers Tristan Mendes France. Est-ce que Tristan, tu es là? Oui, bonjour Tristan. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Merci d'être ici. Tristan, tu es expert en culture numérique. Tu es maître de conférences associé à l'Université de Paris. Et tu es amené à étudier de près la question de l'impact du numérique sur la vie sociale, mais aussi sur la politique, sur la démocratie. Qu'est-ce que le numérique change pour les démocraties dans le monde? C'est une vaste question, évidemment. Écoute, je vais donner une tonalité plutôt un peu pessimiste et souligner ce qui, moi, me pose problème. Moi, j'observe surtout en ligne l'expression de l'extrémisme, disons. Alors, de façon assez globale, j'ai commencé un peu en entonnoir, mais aujourd'hui, on voit bien que cet espace, cet gigantesque espace de communication est un espace qui, pour l'instant, ne s'oriente pas vers un avenir radieux des démocraties. Et il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Et il y a peut-être d'abord, et de façon assez fondamentale, ce gigantesque basculement, ce séisme dans la façon qu'ont les humains de s'informer. On a aujourd'hui des milliards d'humains qui accèdent à l'information via les plateformes sociales. C'est pas tous les humains, mais c'est le sens de l'histoire. Et donc la fabrique de l'opinion des humains de demain vont se faire à travers les plateformes sociales, qui ne sont, comme on l'a dit précédemment, que des outils techniques. Mais en tout cas, c'est à travers ça que les gens, aujourd'hui, s'informent, militent, s'expriment de plus en plus. Sauf que cet espace-là, travaillé essentiellement par les réseaux sociaux, est assez particulier. Alors, il y a plusieurs choses qui l'identifient, qui sont spécifiques à cet espace. La première, c'est que c'est un gigantesque marché dérégulé de l'information. Tout le monde peut s'exprimer, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est pas forcément un marché absolument neutre, libre et transparent. C'est un marché qui est travaillé notamment par les algorithmes, qui perturbent, j'ai envie de dire, la façon naturelle, organique que l'information aurait de se répandre. Il y a des accélérations. C'est toujours un peu tarte à la crème, mais on peut rappeler que, par exemple, YouTube, qui est une plateforme sur laquelle environ 70% du contenu que l'on voit en ligne n'est pas le fait de ce qu'on est allé chercher soi-même, mais le fait d'une recommandation algorithmique. Ce sont les algorithmes qui font que, en gros, 70% de ce qu'on voit en ligne nous est présenté devant nos yeux. Donc c'est quelque chose qui est profondément travaillé par autre chose, encore une fois, que la simple circulation organique de l'information. La deuxième chose, qui me semble assez fondamentale, c'est que ce marché de l'information, il est quand même assez déroutant. Parce que ce qui est visible, c'est ce qui est partagé, essentiellement, pour l'essentiel. Plus quelque chose est partagé, plus il est visible. Bon. Et qu'est-ce qui pousse le contenu en ligne? Ce sont des gens. Et il se trouve que les militants, ceux qui sont les plus engagés, sont ceux qui sont probablement ceux qui vont partager le plus de contenu. Et le résultat, c'est qu'on a une sorte encore une fois, de pool d'informations qui fait surface, et ce qui apparaît le plus n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est le plus poussé par les bases militantes. Le résultat de ça, c'est que, en gros, c'est un marché militant de l'information. Et les franges les plus extrêmes, les plus marginales, sont celles qui sont les plus actives en ligne. Et c'est donc elles qui vont phagocyter, en gros, le marché global de l'information auquel on est exposé. J'ai toujours été frappé par un truc que je trouve très symptomatique de ce que je dis, c'est que, par exemple, sur Facebook,
il n'y a quasiment pas de groupe qui fait la promotion d'articles en faveur des masques. Il y a des groupes anti-masques, pléthore, qui vont pousser du contenu à travers les groupes, partager des articles, faire du bruit, faire remonter du contenu. Mais où sont les soldats de l'information? Où sont les militants qui vont pousser une contre-information favorable aux masques? Même symptôme pour les vaccins. Où sont les groupes? Il y en a, heureusement il y en a. Il y a les vaxeuses, il y en a quelques-uns comme ça, et il faut vraiment... C'est extraordinaire qu'ils existent, mais ils sont super marginaux. L'essentiel de l'information qui est poussée aujourd'hui est plutôt anti-vax, parce que le militantisme est du côté de cette frange marginale. Et donc il y a une sorte de déformation, une sorte de loupe déformante de ces réseaux sociaux qui se traduit par une survisibilité de contenu ou de communauté qui va au-delà de la réalité organique de ce qu'elle représente. Le bilan de tout ça, c'est que tous les militantismes d'extrême, c'est-à-dire que toutes les positions, disons, équilibrées, mesurées, il y a peu de militance pour ça. Qui va descendre dans la rue aujourd'hui en disant les vaccins c'est génial, ou les masques c'est super, ou personne va descendre dans la rue pour ça. Et pourtant, c'est la majorité la majorité, malheureusement pas en France pour les vaccins. Mais bon, la majorité d'entre nous sont plutôt sur des positions mesurées, équilibrées. Mais on n'est pas des militants. Et dans cet espace-là, si on n'est pas militant et qu'on ne pousse pas ces contenus, on perd la guerre de l'information. Parce que ceux qui militent, et Dieu sait qu'ils militent, notamment dans les franges les plus extrêmes, ils passent leur journée, matin, midi et soir, à partager, à pousser leur contenu. Donc j'ai envie de dire qu'il y a dans la structure même des réseaux sociaux quelque chose d'inquiétant dans l'espace démocratique, dans le débat démocratique, parce qu'il déforme, à mes yeux, c'est l'impression que j'ai, il déforme la réalité des questions légitimes qu'on peut se poser, en malheureusement, avec ce partage de l'information, en donnant à cette loud minority un espace qui va bien au-delà de la réalité de ce qu'il représente. Alors j'ai une question cette fois-ci de Lorraine du Huffington Post. Bonjour Lorraine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors j'ai une question pour vous Tristan, face à cet effet déformant des réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas les supprimer pour sauver la démocratie? C'est un peu provocateur comme question. Ou peut-être les nationaliser ces outils pour sauver le débat public comme on a pu l'évoquer précédemment? Les supprimer, ça me semble compliqué. Je crois que c'est un état de fait. Il y a plus de 3 milliards d'humains aujourd'hui qui utilisent les plateformes sociales. Je crains que c'est un braquet sur lequel on pourra malheureusement pas revenir. Les nationaliser, je ne sais pas si ça résoudra le problème systémique qui est propre à la façon dont les réseaux sociaux marchent aujourd'hui. Il y a des plateformes plus ou moins nationalisées. Est-ce qu'on peut dire ça pour la Chine? En tout cas, qui sont très proches du parti. Bon, ça aide pas trop la problématique. Les réseaux sociaux, on peut essayer de les réguler, mais c'est compliqué. Encore une fois, on est dans un moment assez particulier. Alors, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, moins dans la suppression des réseaux sociaux, mais dans la suppression des contenus qui pourraient être problématiques. Bon. Alors, il y a eu cet épisode, évidemment, de la suspension, de la suppression, d'ailleurs, du bannissement du compte de Trump. Mais avant ça, il y avait les plateformes sociales ont toutes vraiment profondément travaillé à essayer de virer des centaines de milliers de comptes. On a eu Twitter qui a viré 70 000 comptes de la mouvance complotiste QAnon au même moment que Trump s'est fait sauter le sien. Alors là, il y a peut-être un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que quand on vire des gens de nombreuses plateformes comme ça, on réactive un fantasme, et j'insiste un peu là-dessus, c'est quelque chose qui m'intrigue depuis pas mal d'années, un fantasme de ces franges marginales qui sont pour moi des dangers pour la démocratie, plutôt à l'extrême droite. On va prendre l'exemple des États-Unis. Si on vire une grande partie de ces influenceurs toxiques, antidémocrates quelque part, de ces différentes plateformes, eh bien, ils vont évidemment migrer sur d'autres plateformes et réactiver un fantasme américain qui est né, j'allais dire, au milieu des années 2010, qui est de créer une utopie de l'alt-tech face à la big tech.
Et ce fantasme-là, l'idée, qui provient essentiellement de l'extrême droite américaine, de l'alt-right d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, leur idée c'est de créer un alternatif dans lequel eux-mêmes pourraient enfin s'exprimer librement. Et cette utopie, ce fantasme de ces marginalités, de ces extrémismes extrêmement toxiques, est en train, quelque part, de se formaliser. On voit les prémices, si on veut, de cette alt-tech toxique, plutôt d'extrême droite, apparaître aux États-Unis avec une grande migration de nombreux contenus, alors pour parler de ceux que je suis un peu plus aux États-Unis, comme les QAnon, ou une partie de l'extrême droite, de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, vers des plateformes plus souterraines et plus toxiques d'ailleurs. Je peux peut-être donner quelques noms, mais effectivement, on a beaucoup parlé du réseau social Parler aux États-Unis, qui était largement financé par la famille Mercer, qui est une grande famille plutôt ultra-conservatrice américaine, qui finance vraiment ce qu'il y a de pire aux États-Unis en termes de médias et de structures médiatiques. Mais on a aussi un réseau social comme Gab aux États-Unis, dans lequel vient migrer cet extrémisme en ligne. Tout ça pour dire que une régulation des réseaux sociaux est compliquée parce que, à supposer même qu'on arrive à se pencher sur cette question des mastodons, des grands réseaux sociaux populaires, que va-t-il se passer quand une partie de ces audiences vont migrer sur d'autres myriades de plateformes beaucoup plus difficiles à analyser, à suivre? On sait qu'il y a une explosion ces derniers temps pour diverses raisons, mais notamment cette charge qui a été faite par Facebook et Twitter sur le compte de Twitter et d'autres groupes extrémistes de migration vers Telegram ou vers Signal, qui sont des plateformes, elles, qui sont cryptées, qui sont parfaitement légitimes, mais à l'intérieur de laquelle va pouvoir se déployer toutes ces mouvances toxiques pour la démocratie. Donc, j'ai aucune solution spécifique là-dessus, j'ai plus un constat d'inquiétude qui est que je pense qu'on aura évidemment du mal à réguler ces différentes plateformes et que ces charges contre ces mouvants extrémismes, ces discours toxiques peuvent aussi avoir des effets pervers, qui est une bascule et un éclatement des audiences sur des myriades d'autres plateformes, une sorte de balkanisation qui existait déjà sur les grandes plateformes, mais accentuée sur des myriades de petites plateformes plus confidentielles, plus difficiles à gérer pour la justice, pour le renseignement ou pour la recherche universitaire, pour ceux qui s'y intéressent. C'est déjà le cas aujourd'hui, encore une fois. Les chiffres sont assez spectaculaires dans cette bascule d'une partie de cette audience vers cette utopie de l'alt-tech. Je crois qu'on a une autre question de Guy Philippe. Guy Philippe, est-ce que tu es là? Je voulais poser une autre question à Tristan. Oui, je suis là. Merci Michel. Merci Tristan. Deux petites questions. La première, qu'est-ce que tu penses de la promotion Digital Service Act qui a été mise sur la place publique le 15 décembre dernier et justement qui fait la part de systèmes algorithmiques que tu évoquais, cette question de l'algorithmie? Et deuxième question, même si on arrivait à supprimer des grandes plateformes, les grands gatekeepers, et qu'on est donc ce que tu as parlé de cette balkanisation, est-ce que néanmoins on n'aurait pas déjà obtenu un gain qui est que il y a beaucoup moins de recrutement du grand public vers ce que tu évoquais comme étant effectivement les parleurs, etc., des éléments qui sont plus confidentiels et qu'on aurait donc déjà gagné un point politique par rapport à ce risque d'une extrême droite qui mangerait énormément sur le grand public? Alors, je vais répondre surtout à ta deuxième question. Pour la première, de façon très très générale, sur la question des algorithmes, je crois que pour l'instant, on en est tous réduits à se dire que la meilleure chose qu'on puisse faire... Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Oui, la meilleure chose qu'on puisse faire pour les algorithmes, c'est imposer de la part des plateformes une transparence pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe derrière, même si c'est assez complexe, parce qu'évidemment, si elles révèlent aussi la façon dont elles parlent, on peut aussi révéler à ceux qui veulent les exploiter les secrets. Ça pourrait leur donner des tuyaux sur comment les contourner et contourner éventuellement les contrôles ou disons la façon qu'ont les algorithmes justement de faire monter ou descendre du contenu. Alors, pour le second point de ta question, la deuxième partie de ta question, le fait de virer des propos ou des contenus ou des émetteurs de contenus extrêmement toxiques des grandes plateformes, je pense que ça a un aspect positif, dans la mesure où ces discours ne profitent plus de cette extraordinaire accélération qu'elles peuvent avoir, de la visibilité extraordinaire, de ce levier gigantesque qu'ils peuvent avoir sur des plateformes populaires, mainstream, utilisées par tout le monde. Quand on les vire sur des plateformes plus confidentielles, donc ils perdent cette traction qu'ils pouvaient avoir. Et ça, c'est, je pense, une bonne chose. Le revers de tout ça, c'est que on les pousse vers des plateformes qui, en général, sont des plateformes qui sont elles-mêmes assez toxiques. Je prends l'exemple de Gab. Une partie de l'audience qui est en train de virer sur Gab ou sur Parler, l'application qui risque de refaire surface d'ailleurs après avoir été virée par Amazon, eh bien, on va pousser une partie de cette audience qui était sur Twitter ou sur YouTube, sur Facebook par exemple, dans des espaces qui sont déjà habités par des gens qui sont encore plus radicaux. Gab est vraiment le lieu de l'extrême droite complotiste, suprémaciste, antidémocrate, extrémiste, la plus toxique en ligne. Et lorsqu'ils vont migrer dans ces espaces-là, eh bien eux-mêmes vont être exposés à ce type de discours. Donc il y a un risque de radicalisation de ces audiences auprès de populations, encore une fois, ou de plateformes qui accueillent déjà en leur sein des discours vraiment parfois super inquiétants. Donc voilà, c'est toujours assez ambivalent ces situations-là. Je pense malgré tout que c'est une bonne chose parce que quand on voit le phénomène QAnon est l'enfant monstrueux des plateformes populaires. C'est Facebook et YouTube qui ont été les principaux accélérateurs de la mouvance QAnon. Si dès le début, comme Reddit par exemple, ces grandes entreprises avaient réagi et avaient viré les grands promoteurs de cette mouvance QAnon très en amont, on n'aurait pas le phénomène quasi planétaire qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les QAnon basculent sur Telegram, sur Gab, ils essayaient sur Parler avant que Parler saute, et d'autres plateformes encore plus souterraines, évidemment, comme les 4chan, les 8kun. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard, parce que cette audience s'est structurée. Maintenant, si elle bascule, elle ne va pas disparaître. Elle va simplement se balkaniser sur différentes plateformes. Tristan, une dernière question peut-être sur le dilemme qu'on vit. On vit un dilemme parce que d'un côté, si on ne fait rien, évidemment, ces réseaux sociaux, cette transparence totale, profitent, comme tu le disais, à ceux qui sont les plus radicalisés. D'un autre côté, si on interdit, on s'aperçoit qu'on a moins de visibilité sur ce qui se passe. On sent bien qu'il y a une problématique de régulation, mais on voit que la régulation aussi patine parce qu'il y a des problèmes de juridiction, c'est un phénomène mondial. Comment est-ce qu'on va réguler un phénomène mondial ? Quelle est la solution ? Est-ce que la solution, finalement, ce n'est pas l'éducation à l'échelle individuelle ? Et quelle est la limite, d'ailleurs, de cette idée d'éduquer chacun des utilisateurs du réseau ou des réseaux ? C'est le nerf de la guerre, évidemment. Éduquer le citoyen, c'est la meilleure solution pour toute démocratie. C'est évidemment la chose qu'il faut faire, et c'est déjà, je pense que le gouvernement ou les gouvernements des différents pays démocratiques
ont tous ça en tête quelque part, de se dire, voilà, il faut qu'on éduque au mieux les citoyens, l'éducation aux médias, évidemment, le plus tôt possible, et aux médias numériques particulièrement. Le seul problème avec cet aspect, disons, de cette lutte qui est fondamentale, évidemment, c'est une question de termes. L'implémentation de programmes, la mise en place des différents programmes par l'éducation nationale, que ce soit dès le lycée, le collège, ou peut-être même avant, le terme de l'action n'est pas celui de l'urgence dans laquelle on est placé aujourd'hui. On est dans un moment assez inquiétant de l'histoire, et cette réponse-là est une réponse de long terme. Et donc, j'ai envie de dire, oui, il faut absolument que les gouvernements s'en emparent, mais avec d'autres problématiques, qui est que les cultures numériques évoluent à une telle vitesse, et je sais pas moi, implémenter le fait qu'il faut que, je sais pas, les jeunes soient formés même sur TikTok aujourd'hui. Quand est-ce que l'éducation nationale va pouvoir implémenter et faire diffuser dans tout l'appareil de l'éducation nationale, je sais pas moi, des cours sur comment appréhender le phénomène TikTok. Et quand on le fera, il y aura peut-être d'autres plateformes qui arriveront. Donc je veux dire, même, est-ce que l'appareil même de l'éducation nationale est adapté au rythme des révolutions et des transformations des usages et des pratiques des jeunes aujourd'hui? Suivre l'actualité des mèmes, il faudrait même qu'il y ait des cours sur les mèmes. Mais est-ce que ceux qui donnent ces cours sur les mèmes eux-mêmes sont au courant des derniers mèmes toxiques, par exemple, ou qui circulent sur les différentes plateformes utilisées par les jeunes ou les très jeunes aujourd'hui? Donc c'est extrêmement complexe, c'est évidemment le nerf de la guerre, mais je crains qu'au niveau, en termes, le terme de l'urgence n'est peut-être pas celui de cette action-là. C'est une course un peu comme les vaccins finalement. Exactement. Ouais. Je crois qu'il y a une dernière question, avant de passer la parole à Alicia Combaz, il y a une dernière question de Guy Philippe qui voulait te poser une question. Guy Philippe, est-ce que tu es là? Je suis toujours là, Michel. Alors, on va pas te débarrasser de moi. Écarte un tout petit peu le micro de ta bouche parce que ça sature un peu. Merci. Ok, excuse-moi. Oui, merci Tristan. Une toute dernière question. On a souvent entendu les GAFA, pour ne pas le nommer, nous dire oui, mais enfin c'est très difficile, pour reparler des questions de régulation et de censure, c'est très très compliqué de supprimer tous les comptes possibles. Et Peter Singer, qui est un très grand chercheur de cyber, qui a écrit dans un article Defense One il y a de ça 2 semaines, en fait peut-être que les GAFA se sont un petit peu foutus de notre gueule, pour être un petit peu trivial, parce que sur le djihadisme, à partir de 2015, ils ont été capables de faire des efforts. Même sur l'extrême droite, à partir de Christchurch, ils ont été capables de faire des efforts en fait. Alors peut-être qu'en fait, ils sont vraiment capables de faire des efforts, sauf qu'ils ne veulent pas. Alors voilà, une question technique, opérationnelle, est-ce que vraiment ils peuvent agir ? C'est compliqué. D'abord, je suis pas à leur place. Évidemment, ils communiquent peu sur la façon qu'ils ont d'opérer. Pour ce qui était de Daesh, on avait quand même quelque chose, une structure plus ou moins, même si c'était assez compliqué. Mais Daesh était quand même une structure, quelque chose d'assez structuré. Là, on a des choses beaucoup plus diffuses. Les discours de haine en ligne sont pas vraiment centralisé, hein. Il n'y a pas et c'est moins facile si on veut à identifier. On peut prendre la mouvance QAnon. La mouvance QAnon, elle est totalement décentralisée. Lutter contre cette mouvance-là, c'est quand même une autre paire de manches que de lutter contre Daesh, ou ISIS par exemple. Cela dit, je pense que il y a probablement une révolution à faire de la part des GAFA, c'est de changer totalement le braquet de l'investissement de ces structures et qu'ils se disent que le premier chapitre d'investissement de toutes ces plateformes, ça doit être la modération. Ça devrait être le premier investissement de toutes ces plateformes-là. Ils devraient le mettre en haut de toute la liste de tout ce qu'ils peuvent dépenser comme fric. Ça devrait être d'abord et avant tout la modération. On verra bien si la pression politique, sociale fera que ils y tendront, mais bon, pour l'instant, j'ai un peu un doute. Merci beaucoup Tristan, merci pour ces éclairages, merci pour ton intervention. On a plein de questions encore, mais le temps nous manque. J'aimerais passer à présent la parole à Alicia Combaz. Est-ce que tu es là, Alicia ? Oui, je suis là, Michel. Alors, bonjour à toutes et tous.
Bonjour Alicia. Alors Alicia, tu es la cofondatrice de Make.org. Ce qui est intéressant dans la démarche de Make.org, c'est que contrairement à ce qu'on vient d'évoquer pendant presque 45 minutes maintenant, la plateforme Make.org est un outil qui, au contraire, utilise le numérique comme un accélérateur de démocratie. C'est le pendant optimiste de la question, et en l'occurrence, accélérateur démocratique au sens de la participation démocratique. J'aimerais d'abord essayer de comprendre quelle est la mission de Make.org et finalement, quel est votre objectif avec le numérique quand vous montez une plateforme comme celle-là? Alors, Make.org, c'est une entreprise qui a un petit peu plus de 4 ans et effectivement, on s'est donné une mission à travers le numérique, mais une mission d'engager massivement les citoyennes et les citoyens dans la transformation positive de la société. Donc, en fait, on est parti de 2 constats qui se sont, on va dire, confirmés à travers les années. Le premier, on en a un peu parlé aujourd'hui, plutôt beaucoup même. Le premier est plutôt négatif et concerne nos démocraties représentatives qui sont très, très, très fragilisées. C'était le cas il y a 4 ans, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Elles le sont fragilisées face à des sociétés qui sont de plus en plus fragmentées, la crise des corps intermédiaires qui ne peuvent plus totalement jouer leur rôle. On en a parlé aussi aujourd'hui, mais il y a ce changement de paradigme, cette uniformité du corps électoral qui fait face maintenant à la multitude qui communique et qui s'organise à travers les réseaux, et ça échappe à nos institutions. Et tout cela contribue à un désenchantement démocratique qui s'observe dans les urnes. On a parlé d'abstention et qui a une conséquence vraiment très, très grave pour l'action publique, parce qu'elle peut figer, ce désenchantement fige potentiellement cette action publique, la rendre presque inefficace. Et donc ça, c'est un problème pour nos sociétés dans leur ensemble. Le second constat qu'on a fait il y a 4 ans, et c'est là où la touche Make.org, on va dire, intervient, c'est qu'on a fait un constat également positif. Vous allez voir, on est très tourné vers l'action et la mise en œuvre positive. Le second constat, donc, il est plus positif, c'est celui d'une volonté d'engagement citoyenne qu'on n'a jamais vue jusque-là. La société civile s'est rendue compte qu'elle a sa propre capacité à agir, même indépendamment des pouvoirs publics, et c'est une force incroyable sur laquelle on peut construire beaucoup de choses. Donc voilà, fort de ces 2 observations, on a construit le projet Make.org autour d'un projet de démocratie participative, on va y revenir, donc un projet qui vise à renforcer la démocratie représentative à travers la démocratie participative. Donc avec cet objectif face à l'ultra-fragmentation, de recréer une part commune, de recréer un débat apaisé. On a parlé, ce n'est pas des débats très apaisés sur les réseaux sociaux, en tout cas nous, on s'attelle à recréer un débat apaisé. Bref, de prendre le contre-pied de ce qui observe, et on va le voir, d'utiliser la force du numérique pour créer ces conditions positives d'action et de réenchantement démocratique. Et le deuxième projet sur lesquels on travaille, c'est également la mise en valeur non seulement de ces dissensus, mais également des consensus pour créer ce sentiment de démocratie permanente, et également agir directement sur la société, avoir un impact et activer cette société civile pour avoir un impact direct sur la société. Et là, on a mis en place toute une méthode et des outils d'intelligence collective. Là, on va revoir des outils qui sont liés à la tech pour co-construire, faire travailler ensemble des citoyens, des médias, des entreprises. Donc, une nouvelle fois, utiliser la force du numérique, des nouvelles technologies pour mobiliser et agir. C'est là, effectivement, on prend le contre-pied un peu de tout ce qu'on observe aujourd'hui pour aller vers une vision un petit peu plus positive. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Tristan, finalement, Make.org est l'outil qui permet à ceux qui sont peut-être moins radicalisés, moins visibles, de prendre la parole et d'agir sur les réseaux et de faire en sorte d'être plus entendus?
Oui, exactement. C'est très intéressant ce que racontait Tristan. Il parlait d'un marché des militants. Et en fait, notre parti pris, c'est de se dire qu'à un moment donné, ces plateformes numériques, ces espaces de discussion, ils ne peuvent pas être pris en otage uniquement par ces extrêmes. Pourquoi pas les militants, mais pas uniquement par les extrêmes. Et il faut utiliser les règles de ces plateformes, se les approprier pour tenter de faire réagir, agir, prendre l'espace du débat public par des citoyennes et citoyens qui sont un peu plus mesurés, et ça veut dire la majorité des citoyennes et des citoyens. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Et Tristan parlait également d'une loupe déformante. C'est le cas, et il faut du coup une nouvelle fois réutiliser ces plateformes numériques pour recentrer les débats, pas uniquement sur ce qui nous divise, mais également sur ce qui peut nous rassembler. Et comment ça marche concrètement pour un utilisateur? Ouais, donc nous, donc, je le dis, on remet la parole citoyenne au cœur du débat public, donc pour la co-construction de politiques publiques, pour la mise en œuvre d'actions directes sur le terrain à travers des sujets de société qui sont la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux enfants, on l'a vu ces derniers jours. Et donc, on va utiliser plein d'ingrédients tech, digitaux, numériques pour mobiliser et pour servir l'intérêt général. Et cette notion de mise en service, elle est vraiment importante. C'est-à-dire, je crois que c'est David aussi qui le disait, c'est-à-dire que le numérique, le digital, les algorithmes, ce sont des moyens, des canaux qu'il faut utiliser au service d'une vision et d'une mission. Ce n'est pas eux qui créent un impact en soi négatif ou positif. Il faut les articuler. Donc, très, très, très concrètement, nous, on a une première plateforme qui est une plateforme numérique de consultation citoyenne avec un principe très simple, un principe de question ouverte. Comment lutter contre les violences faites aux femmes, par exemple. Une question sur laquelle tout le monde, justement, se sent légitime à répondre. On remet donc ces citoyennes et citoyens au cœur du débat. Ils se sentent légitimes à répondre. Et on peut soit faire des propositions face à cette question, soit interagir et voter sur les propositions des autres. Donc, c'est un fonctionnement très simple qui va amener un débat plutôt sain, un débat même très constructif. Et on va s'assurer, nous, en tant que plateforme de démocratie participative, qu'il y a une certaine massivité et une certaine représentativité par rapport aux personnes qui participent à cette consultation. C'est là, par exemple, où on va utiliser le potentiel des réseaux sociaux. On va aller chercher les gens là où ils sont. Ils sont notamment sur les réseaux sociaux, donc on va utiliser la force des réseaux sociaux pour aller faire de l'acquisition de participants à la plateforme citoyenne avec des critères d'âge, de région très, très, très larges qui est permis par les réseaux sociaux. Donc, on va prendre cet espace public qui est celui des réseaux sociaux pour aller interpeller les gens sur des sujets qui les concernent, pour faire en sorte qu'ils prennent la parole et qu'il n'y ait pas uniquement des visions extrêmes qui débattent. On va également utiliser la force des médias. On a développé une technologie qui peut s'insérer sur notamment les sites médias pour permettre aux utilisateurs qui sont sur les médias en train de lire des articles d'interagir avec la consultation. Donc voilà. Et on va également utiliser tous des systèmes, on en parlait tout à l'heure, d'anti-trolling, de repérage de groupes d'intérêt grâce à l'intelligence artificielle pour s'assurer que ce soit réellement une consultation citoyenne, donc pas uniquement un espace dans lequel il y a uniquement des groupes soit extrêmes, soit des groupes d'intérêt qui discutent, mais que tout un chacun puisse prendre part à la discussion. Donc ça, c'est la première plateforme qu'on a mis en place, une plateforme de consultation citoyenne, une question. À l'issue de cette consultation, nous, on fait ressortir notamment les grandes priorités citoyennes, les consensus, c'est important, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire. Bien évidemment, les dissensus, là, il y a du débat. Et là également, nous, on appelle ça plutôt les repoussoirs, là où tout le monde plutôt s'accorde à dire qu'il ne faut pas agir. Donc vraiment, cette idée de mise en question pour agir. Donc, première plateforme. En chapeau de tout ça, on a bien évidemment la question de la transparence.
On travaille sur des sujets de démocratie participative, sur des sujets de société. Donc, au même titre qu'on a des problèmes de transparence quand ça touche aux réseaux sociaux ou de gouvernance, nous, on a essayé de mettre en place à la fois la gouvernance qui passe par un code open source, l'open data, et également pour une gouvernance qui est orchestrée par un conseil éthique. Parce qu'à chaque fois... On va revenir sur ce point, effectivement, pour savoir comment vous choisissez vos sujets. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'initiatives sur lesquelles vous travaillez? Tu as cité les violences faites aux femmes, tu as cité aussi l'enfance. Est-ce que tu as des exemples d'initiatives, de projets, de consultations qui ont particulièrement bien fonctionné ces derniers mois ou ces dernières années? Oui, tout à fait. Alors du coup, je vais vous citer ce qu'on appelle la grande cause. C'est un programme d'impact de 3 ans, Stop Violence Faites aux Femmes, qui a commencé par une consultation citoyenne. Donc c'était en 2017, c'était juste avant le lancement du mouvement MeToo, et on a mobilisé à ce moment-là, et en parallèle de ce mouvement, plus de 400 000 Françaises et Français autour de la question comment lutter contre les violences faites aux femmes. On a mobilisé des personnalités, on a mobilisé des médias, des organisations, des associations, des entreprises. On a récolté, avec notre système dont je vous ai parlé, 4000 propositions, 1 million de votes. On a analysé ces données avec nos algorithmes qui ont permis d'en dégager des priorités. C'était les priorités citoyennes. Et le fait, en fait, d'avoir initialement cette massivité représentative d'une population qui s'exprime sur un sujet, c'est un effet très mobilisateur, notamment ensuite pour les entreprises, des associations qu'on a mis autour de la table pour agir concrètement sur ces priorités citoyennes. Donc, on avait 8 priorités et on a travaillé autour, là, plutôt d'une plateforme de concertation en plus petit nombre pour faire ressortir de l'intelligence collective sur des actions très concrètes à mettre en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc là, fin d'année dernière, on a annoncé notamment 4 initiatives. Je peux vous en citer une qui sont issues du travail qui a été fait avec les associations par Make Power Foundation et également des entreprises. On a notamment développé une plateforme numérique pour accompagner chaque année 20 000 femmes victimes de violences. En fait, cette plateforme, elle s'appelle Mes mots de vie, et elle permet d'aider les victimes à sortir de l'isolement. Elle permet de sécuriser des documents, de s'informer, d'appeler à l'aide à travers la plateforme. Donc voilà, et on l'a développée avec France Victimes. On a également une formation en ligne qu'on a développée, donc beaucoup d'outils numériques en fait qu'on a développés suite à cette grande consultation. Donc une formation en ligne à destination des agents de la police nationale pour améliorer la prise en charge par les services de police des femmes victimes de violences. Et donc ça, c'était organisé et co-conçu avec le collectif féministe contre le viol. Donc à chaque fois, la parole citoyenne qui légitimise et mobilise des citoyens, on fait ressortir des priorités citoyennes, on se met autour de la table et on crée l'intelligence collective pour mettre en place des actions à impact déterminante à l'échelle nationale. Une question qui, tout à l'heure, est apparue sur le fil Facebook du Huffington Post que j'aimerais te poser parce qu'elle pose la question de l'éthique. Et la personne qui posait la question disait « Mais comment on s'assure que ces outils ne pervertissent pas les décisions démocratiques ?» Autrement dit, comment est-ce que vous choisissez les sujets sur lesquels vous travaillez? Comment est-ce que vous n'êtes pas dépendant d'un côté peut-être d'intérêts politiques ou même économiques, ou finalement ne devenez pas l'effet de levier pour des militants d'un nouveau genre qui ont besoin de faire avancer une cause quelconque? Comment est-ce que vous décidez les sujets que vous traitez sur la plateforme? Alors, c'est une très bonne question, hein, ce sujet de l'impact notamment de la gouvernance, la manière dont on décide. Alors nous, il y a différents sujets qu'on traite. Il y a des sujets où on va prendre la décision. C'est-à-dire que c'est des enjeux, on va décider que c'est des enjeux transversaux, des enjeux de société. Par exemple, agir pour l'environnement, l'alimentation, accès à la culture pour tous, le développement des territoires. Et puis il y a d'autres sujets qui sont plutôt des sujets de fracture, donc les femmes, les jeunes, les aînés, les personnes handicapées, les enfants. Là, on va décider en interne qu'il s'agit de sujets dont on doit se saisir. Donc on demande réellement la permission à personne, si ce n'est à notre conseil éthique,
puisque je l'évoquais un tout petit peu en amont, on s'est doté d'une gouvernance particulière parce qu'on travaille sur des sujets de démocratie, parce que quand on travaille sur des sujets de démocratie, il faut réfléchir justement à son indépendance, il faut réfléchir du coup aussi à une gouvernance qui permet de challenger les décisions qui sont prises. Donc ce conseil éthique, il est composé de 3 personnalités qui sont notamment aujourd'hui Mathieu Dardaillon de Ticket for Change, Anne-Claire Pache qui est professeure à l'ESSEC, également Cynthia Fleury qui est psychanalyste et philosophe, et également de 2 personnes, Aude et Claude, qui font partie des personnes qui ont participé à des consultations sur Make.org et qui ont été sélectionnées. Et donc, ces personnes-là, en fait, on va leur montrer les sujets qu'on a choisis, on va leur montrer les clients avec lesquels on va travailler, on souhaite travailler, et elles vont nous dire oui ou non, est-ce qu'on traverse la ligne rouge, est-ce qu'on est toujours éthiquement dans les clous. Donc, c'est très, très important d'avoir une entité indépendante qui regarde ce qu'on fait en tant qu'acteur de la démocratie participative, en termes d'acteurs à impact, et qui donne un avis éclairé et qui a le pouvoir de nous dire non sur des choix qui sont faits. Alors, pour aller un cran plus loin sur cette question, est-ce qu'il vous est arrivé de dire non? Alors oui, il est arrivé de dire non, notamment alors sans dévoiler forcément à qui nous avons dit non, mais sur des sujets qui touchent notamment, par exemple, si dans le cadre d'un sujet sur l'environnement, nous avons un acteur qui est plutôt pas très actif sur ce sujet-là et qui souhaite venir autour de la table et qui n'a pas d'impact réellement direct, si ce n'est un impact négatif sur l'environnement, et qui souhaite être autour de la table pour en discuter directement, là, on peut dire non. On peut dire non. On dit oui aux personnes qui sont en mesure, sur le sujet, de changer radicalement la donne ou de faire un pas assez fort pour modifier le problématique qu'on a déterminé. Donc, un acteur qui est vraiment trop éloigné et qui, dans son cœur business, cœur de métier, veut être autour de la table, du coup, pas pour les bonnes raisons, parce que nous, autour de la table, il faut qu'il y ait des gens qui soient en mesure réellement d'agir. Dans ce cas-là, on dit non. Merci beaucoup, Alicia. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous. Je me tourne maintenant vers Paul Duhan. Alors, Paul est le fondateur d'une ONG qui s'appelle Base Impact. On va en savoir un petit peu plus sur cette ONG dans quelques instants. Paul, est-ce que tu es là déjà? Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Paul. Paul, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est Base Impact. Si on dit que Base Impact tente de mettre la technologie au service du citoyen, bon, c'est une formule, mais un peu plus précisément, à quoi sert Base Impact et pourquoi tu as créé Base Impact? Alors, c'est exactement ça, notre mission à Base Impact. Donc, on est structuré en tant qu'ONG, c'est-à-dire qu'on est une organisation à but non lucratif. C'est de trouver des utilisations positives de la technologie et de les mettre en œuvre. Et ensuite, on va faire des partenariats avec des ONG, avec des gouvernements pour les déployer à grande échelle. Donc, par exemple, on va travailler sur des sujets qui sont assez variés, qui vont par exemple de comment est-ce qu'on optimise le trajet des ambulances à San Francisco en utilisant des méthodes prédictives, à aider à faire du contact tracing, donc de manière alternative et de manière citoyenne. Et par exemple, on a créé un système qui aujourd'hui fait remonter à peu près 1/3 de tous les cas contacts en France tous les jours. Et donc tout ça, c'est open source, c'est gratuit, et donc pour nous, c'est un peu un exemple de ce que nous on appelle des services publics citoyens, c'est-à-dire que en tant que citoyen, on s'est dit la technologie pour nous c'est une arme qui nous permet d'agir, et grâce à ça, on peut avoir de l'impact sur la société autour de nous. Donc voilà, ça c'était quelques exemples. On a aussi beaucoup travaillé sur l'emploi avec une plateforme qui s'appelle Bob, qui est une technologie d'intelligence artificielle pour accompagner les chercheurs d'emploi, donc qui donne une forme de coaching un peu automatique. Et en fait, en termes de motivation, donc tout ça, en fait, pour la petite histoire, j'étais à l'époque data scientist dans la Silicon Valley, au cœur de ça. Je trouvais ça génial, et il y avait
c'était à l'époque, avant qu'on parle de Tech for Good, avant aussi qu'on parle des effets négatifs de la tech, où il y avait encore un peu cette effervescence un peu naïve, où tout fondateur de start-up que vous croisiez dans la rue allez vous regarder sans ironie et vous dire bon bah oui effectivement le but de ma startup qui optimise les pubs en ligne c'est d'aller changer le monde et de dire tout ça alors non seulement alors que l'objectif en soi est absolument mercantile en plus en ignorance totale de tous les effets secondaires pervers qui ont été bien établis par les panélistes avant moi donc avant qu'il y ait cette conscience-là, et puis surtout avec le contre-exemple frappant du fait que San Francisco, c'est une ville où il y a énormément de richesses, mais aussi énormément d'inégalités, et où de l'autre côté de la rue, il y avait non pas des emplois, mais un des nombres les plus importants de sans-abri aux États-Unis. Et donc voilà, il y avait vraiment un peu ce faux discours en fait de la technologie au service de changer le monde, mais qui n'était pas forcément le monde qu'on voulait. Et donc, il y a eu chez moi et chez quelques amis avec qui on a créé Base Impact, cette volonté d'aller donc créer non pas une startup pour faire la prochaine licorne, mais une ONG avec le but intentionnel d'aller créer de l'impact avec la technologie. Paul, les initiatives de démocratie participative, on en a vu une avec Make.org. On aborde la question finalement du même modèle, mais avec une structure différente, puisque Base Impact est une ONG. Ces initiatives restent quand même assez expérimentales et embryonnaires dans le monde. Comment est-ce qu'on peut faire passer à l'échelle ces projets qui, sur le papier ou même dans leurs premières expérimentations, ont l'air géniaux, mais qui, dans les faits, restent quand même assez peu impactants à l'échelle du problème, qui est un problème mondial, je le rappelle, et qui touche aujourd'hui des milliards d'individus, puisque 3,8 milliards d'individus sur les réseaux sociaux, près de 4 milliards sur Internet. Bien sûr, et tu l'as dit, tu as entièrement raison. Ce qu'il faut, c'est que ceci soit beaucoup plus la norme demain que l'exception. Je me retrouve pas mal dans ce que dit Alicia, avec un axe un peu différent, même si c'est pas la même structure juridique, ça à la limite on s'en fiche. Mais en tout cas, il y a cette mission de rendre la société plus participative. Et donc ça passe à la fois par une démocratie plus participative, donc des consultations pour co-construire les politiques publiques, comme le dit Alicia. Nous, on a le versant je dirais plus service public, c'est-à-dire dans la livraison de services, c'est-à-dire le côté un peu plus opérationnel où nous on veut créer les services qu'on veut voir exister. Mais donc en fait c'est une façon un peu participative aussi de dire bon bah voilà, si on n'est pas content ou si on pense qu'il y a des insuffisances par exemple dans la manière de traiter tel ou tel sujet de politique publique, par exemple on pense qu'il faut prendre un peu les devants sur, je sais pas, sur la stratégie vaccinale, sur le fait de remonter les cas contacts, sur la façon d'accompagner les chercheurs d'emploi. Voilà. En tout cas, s'il y a des choses, on se dit tiens, il y a des choses à faire. Cette société participative, en fait, ça veut tout simplement dire qu'on a la possibilité d'agir, donc pas simplement de râler, d'aller infliger en tout cas la sanction des urnes dans quelques années, mais de dire bon voilà, il y a une solution qu'on peut aller contribuer à créer. Et ça, en tout cas, il y a des outils qui existent. Donc ça reste encore assez marginal. Nous, à l'échelle de notre organisation, hein, qui reste modeste, comme tu l'as dit, à l'échelle des enjeux. Donc on est content d'avoir pu, par exemple, accompagner 250 000 chercheurs d'emploi en France. Et comme je le disais aussi, on fait un tiers des cas contacts en France qui passent par un système qui s'appelle Briser la chaîne et qu'on a créé en fait en un mois avec 3 personnes. Donc l'effet de levier est énorme. Donc en effet relatif, on pense qu'on peut avoir un impact démesuré grâce à la technologie. Par contre, en effet absolu, effectivement, ça reste petit. Et donc pour massifier ça, en fait, il faut que nous ne soyons pas les seuls à pouvoir faire ce genre de choses. Et en fait, plutôt en fait d'agir un peu comme éclaireur. Et d'ailleurs pour moi c'est un peu un modèle qui est un peu à l'inverse des grandes plateformes, c'est-à-dire que les GAFA en fait fonctionnent sur ce modèle de réseau où c'est le winner take all, c'est-à-dire plus on est gros, plus on impacte le monde, et puis on arrive à ces méga corporations comme Google ou Amazon qui du coup détiennent le pouvoir à l'échelle mondiale. Et je pense que dans le milieu de l'impact social, la technologie peut avoir un effet positif, mais il faut avoir cette approche beaucoup plus en réseau et beaucoup plus de multitude.
peut-être que l'État pourrait en bénéficier, créer une filière, faire en sorte que ces initiatives deviennent pas simplement des inspirations, mais vraiment des projets à l'intérieur des projets publics. Le problème, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Autrement dit, si le citoyen s'empare du service public, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec pour l'État? Particulièrement en France, hein, où l'État-providence, comme tu le sais, est un concept extrêmement fort. Alors, très bonne question. Ouais, très bonne question. En fait, c'est un paradoxe qui est... en fait, c'est un paradoxe seulement parce qu'on veut que ce soit un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a cette culture en France en particulier de l'échec, où... dans le phrasé même de la question, c'est-à-dire si on a besoin d'aide, alors c'est un aveu d'échec, et l'échec, c'est forcément mal. Donc, il n'y a pas forcément cette notion de vulnérabilité où on a une société qui est plus forte ensemble. Et je pense qu'en fait, on le voit aujourd'hui dans la crise. En fait, ce n'est pas un aveu de faiblesse que de dire qu'on est démuni face à la crise. Et d'ailleurs, parmi les pays qui ont le mieux réussi, alors évidemment, ça n'a pas le même contexte ou l'échelle que la France, mais si on prend par exemple la Nouvelle-Zélande, il y a eu un leadership qui s'est basé pas mal sur une forme de vulnérabilité aussi, en disant voilà, on fait ce qu'on peut. Enfin, je m'écarte un peu de la technologie pour parler de culture parce que, à mon sens, c'est important. En fait, on peut tout à fait entendre que dans des sociétés aussi mouvantes que les nôtres et en proie à des crises, en fait, on a besoin de toutes les forces vives pour avoir une société résiliente et que ce n'est pas forcément un aveu d'échec. Donc ça, pour moi, c'est la première partie de la question. Et puis par rapport en fait à ce que ta seconde partie de ta question, et par rapport à la première, effectivement, ce qu'il faut en fait, c'est créer une filière. Nous, on ne se positionne pas forcément en révolutionnaire. Enfin, il y a un côté un peu révolutionnaire en disant, voilà, en tant que citoyen, on veut changer radicalement la façon de créer le service public. Et puis, c'est vraiment une notion de commun, quoi, à qui ça appartient à tous. Donc, il y a une forme d'idéologie, en tout cas, du libre là-dedans. Mais dans ce qu'on fait, il y a quand même... en tout cas, ce qui est très fort dans ce qu'on fait, c'est il y a une notion assez forte qui est de coopération avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, en fait, quelque part, on dérisque des choses. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y avait ce sujet de contact tracing, tout le monde était démuni par rapport à ça, on s'est dit, bon, il y a des initiatives comme Stop Covid du gouvernement pour aller y apporter une solution. Bon, on en pense ce qu'on en veut, en tout cas, ils y travaillent. Nous, on va prendre une approche un peu différente. On va dire, voilà, ce qui manque, c'est le nombre de contact tracers humains, donc les brigades sanitaires qui vont appeler les gens. L'entretien téléphonique dure très longtemps, c'est compliqué à faire. Et si on digitalisait simplement ce questionnaire et qu'on le mettait à disposition et qu'on permettait aux gens, voilà, donc sans aucun partage de données personnelles, simplement de leur fournir une application qui permette de faire en tout cas, quelque part leur propre questionnaire. J'avais une question peut-être de Guy Philippe qui m'interpelle là sur le club. Guy Philippe, tu avais une question pour Paul. Guy Philippe, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Merci Michel. Bonjour Paul. Oui, une question pour toi. On a bien vu, alors je rebondis sur le DSA, donc le Digital Service Act, qui vient d'être proposé par la Commission, qui va être un enjeu de conversation au Parlement et ailleurs, et j'espère pour les opinions publiques, cette année 2021. Tristan avait justement souligné l'importance des questions de transparence qui sont d'ailleurs dans le DSA. Alors, c'est un pitch de business pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas en fait une activité pour toi, pour des gens comme toi, pour justement essayer d'identifier si ces algorithmes sont enfin rendus totalement transparents, quels peuvent être les effets sociaux, voir si parfois ça peut donner lieu aux éléments de convergence d'opinion tels qu'on le voit dans le bon réseau social de Alicia, et si parfois au contraire ça peut donner lieu à de mauvais effets tels que ceux qu'on voit d'augmentation de la pression et de l'opposition partisane. Est-ce qu'il n'y a pas en fait là une vraie activité de recherche algorithmique pour se dire ok, quels sont les bons algorithmes, quels sont les mauvais algorithmes, entre guillemets, par rapport aux objectifs sociaux, aux impacts sociaux que cela pourrait avoir, peut-être même d'ailleurs être la base d'une future réglementation, puisqu'on parle ici du futur de la démocratie, donc forcément du futur de la déréglementation, et donc de réfléchir à une nouvelle façon de penser l'algorithmique. Bien sûr. Alors, deux choses. La première, c'est que en fait, on parle en termes assez techniques. On dit voilà, c'est une prévention contre les biais algorithmiques. Puis ensuite, on va parler d'explicabilité des algorithmes. On va parler d'un certain nombre de choses en des termes techniques. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a
On a des analogies qui sont possibles avec des ONG qui jouent un rôle très fort sur d'autres types de biais sociétaux. Par exemple, je pense au racisme avec donc les grandes ONG comme SOS Racisme qui faisaient du testing auprès des employeurs, donc avec des CV identiques, mais l'un avec une consonance étrangère et pas l'autre. Et en fait, cette analogie peut très bien s'appliquer également aux algorithmes. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. En fait, il faut qu'il y ait des instances qui soient non lucratives et qui soient indépendantes, qui permettent de faire aussi ce type de testing, de dire, bon voilà, est-ce que sur la base de ce jeu de données test, par exemple, on peut faire toute une batterie d'indicateurs, mais est-ce que tel algorithme biaise vers le fait de créer des bulles de filtre? Est-ce que tel algorithme biaise vers le fait d'aller davantage nous radicaliser? Ou alors, est-ce que, par exemple, tel algorithme va avoir tendance à proposer des emplois d'ingénieurs plutôt à des hommes et moins à des femmes? Donc, tout ça, ce sont effectivement des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire. Ensuite, pour moi, la deuxième chose, c'est que alors il y a un certain nombre de choses qui passent par la réglementation. Pour moi, il y a aussi beaucoup de choses qui passent aussi par le fait de créer des incitations positives pour qu'il y ait d'autres modèles. Parce que là, on parle beaucoup en fait de modérer les effets négatifs des modèles économiques de la tech. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas que des biais accidentels. Et c'est pas non plus des biais intentionnels. Et en fait, la réalité, elle est un peu entre les deux. La réalité, c'est que, par exemple, des modèles économiques qui sont basés sur le clic, sur l'affichage publicitaire, comme par exemple pour des grands réseaux sociaux comme Facebook, sont mécaniquement des modèles économiques qui bénéficient d'un plus fort engagement. C'est-à-dire que les gens qui vont aller cliquer davantage sur les posts, qui vont y répondre, qui vont être un peu accros à ça, les études le montrent, on a d'autant plus d'engagement sur ces contenus qu'en fait, ils ont un côté un peu polémique. Et donc, en fait, ces effets secondaires qui sont néfastes à la démocratie sont en fait des effets secondaires qui sont tout à fait prévisibles et qui sont presque incités en fait par le modèle économique. Donc, on peut réguler tant qu'on veut les effets de bord de ces modèles économiques, mais tant qu'on ne propose pas des modèles économiques alternatifs, en fait, on n'aura pas résolu le cœur du problème. Paul, on arrive à la conclusion de cette rencontre et on a bien vu qu'on est à la croisée des chemins. Le numérique est à la fois potentiellement un accélérateur, on vient d'en parler avec toi, avec Alicia, et ça peut être évidemment un frein à la démocratie. Soyons réalistes, aujourd'hui, les effets de masse sont plutôt négatifs. Est-ce que ta vision, ainsi que celle d'Alicia, d'une démocratie participative numérique ne risque pas d'être qu'une utopie? C'est une utopie, je pense qu'elle est possible. Enfin, en tout cas, il faut l'avoir. On en voit des effets positifs. C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as prononcé le mot de filière. Je commençais à dire, je pense vraiment qu'il y a une collaboration vertueuse où la puissance publique peut passer à l'échelle ces initiatives qui aujourd'hui sont marginales. Donc, c'est vraiment ça qui manque. C'est ce côté un peu, on teste quelque chose, on le dérisque en tant que citoyen, mais derrière, il faut qu'il y ait la machine pour le faire. Et pour ça, il faut absolument qu'on sorte de cette logique un peu antagonisante où soit effectivement l'État répond à tout, soit c'est un aveu d'échec. C'est un peu utopique parce qu'on en est assez loin, mais je suis convaincu que c'est possible, à la fois parce qu'on commence à en avoir des exemples, et puis on a beaucoup de très bons autour de cette table ronde, mais aussi parce que en fait, un changement de paradigme aussi fort, pour moi, en général, se fait souvent sur une forme de révolution, sur une forme de crise. Donc, espérons qu'on puisse, donc si c'est un peu un effet positif de toutes les catastrophes qui nous sont arrivées cette année, mais en tout cas que la crise puisse être un accélérateur de ces révolutions. Merci Paul, merci pour ton temps, merci à vous tous, merci aux membres du club BOMA, merci au Huffington Post pour ce partenariat, et on va continuer à se retrouver tous les mois à partir de maintenant jusqu'au mois de juin. J'ai été ravi de vous accueillir aujourd'hui. Le cycle va continuer. On se retrouve le 11 février pour débattre sur les futurs de la finance. D'ici là, soyez prudents et à bientôt.